Et bonjour à tous, donc correction du TP2, réseau de neurones. Comme d'habitude, vous avez le sujet sous les yeux, sinon ça n'a aucun intérêt. Moi, je l'ai à ma gauche. Et donc on est parti. Donc c'est un TP qui porte sur l'entraînement et la manipulation d'un réseau dense. Donc après le TP1 qui portait sur un unique neurone, là on en est sur un réseau avec une couche cachée. Et plutôt que de s'intéresser à un et logique, on va s'intéresser à la reconnaissance de chiffres, donc basé sur le dataset NIST qui est extrêmement réputé, extrêmement connu dans le milieu. Je passe la première partie qui porte sur la découverte et l'analyse du programme, hein. Donc en fait on a sous les yeux un code source, d'accord, un fichier tp2.py qui fait quand même 180 lignes, donc un peu dodu à comprendre au début, couplé à un fichier utils.py qui lui est entièrement complet, qui ne contient que des fonctions dont on va se servir. Et donc le but du TP, c'est de remplacer tous les points d'interrogation, hein, qu'on trouve un petit peu partout dans le TP. Donc je vous demandais au début de parcourir tout le fichier pour commencer à l'appréhender. On va pas le faire, on va être plus direct dans le corrigé, et en fait on va répondre aux questions, et vous allez voir au fil des questions, on va se mettre à utiliser tour à tour les différents éléments qui nous intéressent. J'en arrive donc tout de suite à la question 1.4. Débrouillez-vous pour que le dictionnaire d'apprentissage soit correctement chargé et qu'un échantillon aléatoire de 36 images soit affiché avec pour label le chiffre que chacune représente. Donc il faut identifier le fait que c'est cette fonction-là qui nous intéresse. Alors, elle s'appelle afficher exemple, donc quand le but c'est d'afficher des échantillons de 36 échantillons, sachant que j'ai une boucle de 36 itérations, normalement ça devrait faire plus ou moins tilt. Toujours est-il que c'est cette fonction-là qu'on va utiliser. Elle prend en paramètre notre dictionnaire d'images, nos labels associés, d'accord. Euh, et donc il faut remplacer ces trois points d'interrogation qui sont là. Donc on se doute que image va nous permettre d'aller piocher dans notre dictionnaire une image. On se doute que ce qu'on veut afficher, alors c'est marqué dans l'énoncé, c'est le label qui correspond à l'image qu'on a pioché dans le dictionnaire. Ce qui veut dire que ce ind qui est là, c'est l'indice tiré aléatoirement, d'accord, eh bien de notre image tirée aléatoirement. Donc pour faire ça, bah écoutez, on va commencer par tirer aléatoirement une image. D'accord. Donc notre variable image, c'est en fait un vecteur d'image. Ce qui veut dire que je vais aller choper aléatoirement euh, l'une de ces images. Et tant qu'à faire, ce que je vais faire, c'est aller prendre parmi une ligne de mon vecteur. D'accord. Donc shape de 0, c'est le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre d'images. Je pioche aléatoirement un nombre parmi shape de 0. Ce qui veut dire qu'une fois que j'en suis là, il me reste à récupérer mon image. Et puis comme je disais tout à l'heure, ce qu'on veut afficher, c'est le label de mon image, donc c'est label de. Je vais tout commenter. Hop. Il y a plein de points d'interrogation, donc pour éviter d'être embêté. Et la seule chose que je vais décommenter, c'est ce passage-là, hein, qui s'appelait premier test, qui vient utiliser ma fonction getImageAndLabels et afficher les exemples. Donc, getImageAndLabels se trouve dans utils.py. Ce qu'on remarque, c'est que elle vient piocher directement dans le répertoire dataset, d'accord, et elle vient concaténer le nom du dataset avec toute une chaîne de caractères qui est en fait la forme de ma chaîne de caractères. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord, donc je suis ici. Dans mon dataset, j'ai 4 fichiers, alors qui pour l'instant sont un petit peu obscurs. tdisca-image, tdisca-label, trainImage, trainLabel. Et vous remarquez que dans la fonction associée, je viens concaténer le nom du dataset avec -image.idx3, donc c'est-à-dire tout le suffixe là qui est ici, ou bien labels-idx1, c'est-à-dire tout le truc qui est ici. La question qu'on se pose donc, c'est qu'est-ce qu'on lui donne, train ou est-ce qu'on lui donne tdisca? Alors pour cette question, ça n'a pas d'importance, donc peu importe, je vais aller mettre tdisca, d'accord, et je vais exécuter ce code-là. Et mon exécution me donne une figure où, si vous regardez bien, vous avez des chiffres. Alors, ils sont tous piochés aléatoirement, hein, d'accord? Là, le premier, c'est un 3, je vais réexécuter. Hop, vous constaterez que maintenant, le premier, c'est un 2. Toujours est-il que c'est un 2,
avec au-dessus une légende qui correspond au label de cette image. Donc on constate bien que quand c'est un 2 dans l'image, il me met 2, quand c'est un 9, il me met 9, quand c'est un 1, il me met 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous avez, dans Tediska, vous avez 10 000 images. Autrement dit, vous pouvez exécuter ça beaucoup de fois avant de les voir toutes les unes après les autres. D'accord? Point très important qui nous servira plus tard, vous constaterez que les 7 ils ressemblent à des 7 anglais, que les 1 ils ressemblent à des 1 anglais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ben, c'est très simple, hein, c'est des anglais qu'on fait ce dataset. Regardez le 9 là par exemple, c'est un 9 très anglais. Ça veut dire que notre IA va être entraînée à reconnaître des chiffres anglais et certainement pas des chiffres que nous on aurait l'habitude d'écrire. Ok, donc fin de cette question, on en arrive à la partie 2 qui s'appelle apprentissage du réseau. D'accord? Donc ça, je vais le mettre en commentaire, ça nous servira plus. C'était simplement pour discuter. Par contre, toute cette partie-là, là, apprentissage du modèle, je vais la décommenter puisque c'est elle sur laquelle je vais me concentrer maintenant. D'accord? Donc mon entraînement du modèle consiste à faire comme d'habitude, je prends une image, je la fais passer, je mets à jour les poids. Je prends une autre image, je la fais passer, je mets à jour les poids. Ce qui veut dire qu'ici, vu qu'on est dans la phase d'entraînement, on va utiliser le dataset train. Là pour le coup c'est plutôt logique. Ok, alors suivons l'énoncé. Donc pour rappel, la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones consiste à prendre un dictionnaire d'entrée, dont on connaît la sortie, donc ça c'est ce qu'on vient de regarder, hein, c'est image et label, et de les présenter au réseau afin qu'il modifie progressivement ses poids. Pour des contraintes de temps, on va considérer que les échantillons sont présentés un par un. Dans la pratique, on utilisera un batch, mais ça, ce sera pour le TP3. Ok, question 1. Une structure cohérente pour le problème considéré consiste à prendre une unique couche cachée de 32 neurones. En vous rappelant le problème considéré, donner la bonne valeur aux variables N0, N1 et N2. Et il est marqué dans le code que N0 correspond à la couche d'entrée, N1 à la couche cachée, N2 à la couche de sortie. Alors on va dessiner un tout petit peu. Hop, me voilà ici. Donc, je suis en train de manipuler une IA. D'accord. Cette IA, elle prend en entrée une image. Et cette IA va me donner en sortie un chiffre. Alors si je raisonne comme ça, j'ai deux petites erreurs. La première, c'est qu'en fait, mon IA, vu que c'est un réseau dense, elle prend pas en entrée une image, d'accord? Elle va prendre en entrée un vecteur, puisqu'elle n'est capable de faire que ça, de 784 pixels. Alors, pourquoi 784? Parce que les images que je manipule, elles font 28 par 28, 28 pixels de large, 28 pixels de haut, ce qui fait un total de 784 pixels. Donc ça veut dire que déjà, au niveau de mon entrée, je vais avoir 784 valeurs, ce qui me donne N0. D'accord? Et de la même façon, c'est pas 3 que me donne mon réseau en sortie. Ce qu'il me donne, c'est un vecteur de 10 probabilités, d'accord, qui correspondent à mes 10 classes. C'est-à-dire que si ici j'ai 0,8, ça veut dire que j'ai 80% de chance, mon IA me dit qu'elle a 80%, que c'est 80% de chance que ce soit un 0 dans cette image. D'accord? Si j'ai 0,99 ici, ça me dit que j'ai 99% de chance que ce soit un 9. Autrement dit, ici, j'ai 10 valeurs. D'accord? Quand on rajoute à ça le fait qu'on me dit que je vais utiliser une unique couche cachée de 32 neurones, eh bien, alors, d'accord, j'ai un réseau dense là, hein, ça veut dire que tout ça c'est connecté de manière dense à gauche et à droite. Tout ça, c'est des connexions denses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je cherche mon spider, il est là. Ça veut dire que N0 c'est ma couche d'entrée, ben, ce sont mes pixels, j'en ai 784. N1 c'est ma couche cachée, donc là, il n'y a pas de surprise, j'en ai 32, c'est marqué noir sur blanc dans l'énoncé. Et ma couche de sortie, donc pour trouver la taille de la couche de sortie, il faut réfléchir au problème qu'on considère. Ici, on est dans de la reconnaissance de chiffres, donc on a 10 sorties. Alors, combien de paramètres sont à régler pour ce réseau? Ok, on arrive ici. Hop. Combien de paramètres? Alors, pour faire ça, on va prendre le temps de représenter notre réseau de la façon suivante. D'accord, donc je vous ai dit que ici j'ai 32 neurones, ici j'ai 784 entrées, et ici j'ai 10 sorties. Et on est en train de manipuler un réseau dense. Ça veut dire que le premier pixel de mon image, il est connecté à mes 32 neurones. Donc ça veut dire que pour ce premier pixel, je vais avoir 32 poids. D'accord? Mais j'en ai également, pour n'importe quel pixel de mon image, j'ai également 32 poids. D'accord? Ce qui veut dire, au final,
que je fais un petit peu de place, que je vais avoir 32 fois 784 poids. D'accord? Et on n'oublie pas le fait que chacun des neurones de ma couche cachée a son propre biais, qui fait 32 biais. D'accord? Et de la même façon, le premier neurone de ma couche cachée est connecté à mes 10 sorties. Donc je vais avoir 10 poids ici. Mais j'en ai également 10 ici. Et j'en ai également 10 ici. D'accord? Autrement dit, je vais avoir 10 fois 32 poids. Et toujours de la même façon, j'ai mes biais pour ma couche de sortie. Donc je vais avoir 10 biais en plus. J'ai donc un total. On est d'accord qu'on me demande, voilà, on me demande le nombre total. Donc j'ai un total de 32 fois 784 plus 1 plus 10 fois 32 plus 1. Alors j'ai pas trop le courage de faire le calcul, et c'est pas très intéressant. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est simplement d'avoir ce calcul-là et de savoir que je peux m'en sortir. Alors, petit point théorique. Plutôt que de les structurer n'importe comment, ces paramètres, on va les structurer dans deux matrices différentes. Une matrice qui s'appelle W1 et qui regroupe tous ces paramètres-là, de la façon suivante. Je vais considérer une matrice de 32 lignes, une ligne par neurone de la couche cachée, où chaque ligne, hop, où chaque ligne contient le premier poids de la première entrée de la couche 1, tac tac tac, jusqu'au 784e poids du premier neurone de la couche 1, et puis je vais lui rajouter le biais, le biais du premier neurone de la couche 1. D'accord? Et je vais faire ça pour mes 32 neurones jusqu'au premier poids du 32e neurone de la couche 1 jusqu'au 784e poids du 32e neurone de la couche 1 et le 32e biais de la couche 1. Ce qui veut dire que je me retrouve avec une matrice W1 qui a 32 lignes et 785 colonnes. Et puis exactement de la même façon, je vais construire W2 comme étant une matrice. Cette fois, j'ai 10 lignes puisque j'ai 10 neurones en sortie. Et je vais avoir 33 colonnes, puisque j'ai 32 neurones en entrée, plus les biais. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver maintenant dans le code, ici. Donc en respectant ce que je viens de dire, je vais vouloir créer un nombre aléatoire. Alors, pour éviter de faire des bêtises, voilà. Un nombre aléatoire, donc pour créer un nombre aléatoire de valeurs entre moins 1 et 1, je crée un nombre aléatoire de valeurs entre 0 et 1. Alors je vais préciser quoi? Je vais préciser le nombre de lignes, j'ai dit que c'était 32, donc c'est le nombre de neurones de la couche cachée. Et je veux 785 colonnes, donc ça veut dire le nombre de la couche d'entrée, plus 1. D'accord? Là je crée des valeurs entre 0 et 1. Si je veux les faire entre 0 et 2, je fais ça. Et si je veux les faire entre moins 1 et 1, je fais ça. Et je vais faire exactement la même chose ici. Sauf que je respecte les valeurs que j'ai données pour obtenir mes deux matrices de poids. Compléter la fonction forward. Alors ça, on va y arriver après. Ok, bah non, on va le faire maintenant, puisque c'est la question. Je vérifie juste le temps, je vais faire plusieurs vidéos. On est à 13 minutes, je continue. Hop. Donc la fonction forward, c'est la fonction principale d'un réseau de neurones, d'accord? Donc c'est celle qui est ici, je vais la décommenter. C'est la fonction qui consiste à traverser mon réseau. Donc je remonte ici. C'est cette fonction-là, hein, c'est la fonction qui fait traverser dans ce sens-là mon réseau. C'est-à-dire, c'est la fonction qui prend en paramètre une image. Si ça j'appelle ça y et que ça j'appelle ça img, c'est une fonction f qui construit y à partir de img. D'accord? C'est ça la fonction forward. C'est la fonction qui me calcule une sortie à partir d'une image. Autrement dit, qui me dit de quel chiffre il s'agit dans mon image. Alors, pour construire cette fonction, je vais y aller méthodiquement. Je vous rappelle que j'ai W1 qui est mes paramètres de la couche d'entrée vers la couche cachée. J'ai W2, c'est les paramètres de la couche cachée vers la couche de sortie. Autrement dit, ce que je veux faire, c'est calculer
la somme pondérée de mes entrées par W1, dans lequel que je ferai passer ensuite dans ma fonction sigmoïde, hein, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Et une fois que j'obtiens ce résultat-là, je fais passer ce résultat par ma matrice W2 pour calculer ma somme pondérée, et je fais passer ça dans ma fonction sigmoïde pour calculer ma sortie. D'accord? Je vais le refaire tranquillement ici, on va prendre le temps. Donc j'ai mon réseau, touc 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 touc, touc 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 touc, touc 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 touc, 10, 32, 784. D'accord? Ça, toute cette zone-là est représentée par W1, toute cette zone-là est représentée par W2, et le but du jeu pour calculer forward, c'est de passer de là à là, puis de là à là. D'accord? Je vais appeler cette sortie ici, je sais plus comment je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé Y1, pour sortie intermédiaire, d'accord? C'est la sortie de ma couche 1. Je vais appeler ça Y, puisque c'est la sortie de mon réseau. Je veux donc, puis ça, je vais appeler ça E, puisque c'est les entrées. D'accord? Et ce que je veux, c'est construire Y1 à partir de E, puis construire Y, alors c'est pas Y2, c'est Y tout court, à partir de Y1. D'accord? Autrement dit, la sortie Y, c'est F2 de F1 de E. D'accord? Composition de fonction, aucun problème. Ok. Bon, c'est un aparté, mais c'est pas si mal de l'avoir en tête. Ok. Où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir ici. Je vais faire un tout petit peu de place, on va travailler sur la gauche, sur la droite. Ce que je veux, parfait, on va faire ça comme ça. Ce que je veux, c'est construire Y1. D'accord? Y1, c'est un vecteur de 32 valeurs. C'est les 32 sorties de mon réseau. Et pour le construire, je vais me contenter de prendre W1, qui lui fait 32 lignes, 785 colonnes. Je vous rappelle, ici ça va être le poids 1 associé à l'entrée 1 de la couche 1, jusque à mon biais 1 de la couche 1. Et puis ici je vais avoir le poids 1 de la 32e entrée, enfin le 32e neurone multiplié par le, enfin, puis le 32e biais, etc. etc. Okay. Et ce truc-là, je vais le multiplier par un vecteur colonne qui n'est rien d'autre que ma première entrée, ma deuxième entrée, jusqu'à ma 784e entrée, c'est-à-dire mes pixels. Hein. Et puis je vous rappelle toujours, je mets ce petit 1 virtuel là, pourquoi? Pour que la dimension de mon vecteur soit 785. D'accord? Je veux que ça fasse 785. Parce que si c'est 784, j'ai un problème avec cette valeur-là. Et du coup, je vais faire cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ce qui me donne un scalaire. Hein. Ça c'est rien d'autre que la somme pondérée. Hein. Je fais E1 fois W1, plus E2 fois W2, plus E3 fois W3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est exactement pareil côté P1. Et ça, ce résultat-là, je vais le faire passer dans ma fonction sigmoïde. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me retrouve avec Y1, qui n'est rien d'autre que la fonction sigmoïde de une certaine somme, que je vais appeler S1. Et cette somme, c'est rien d'autre que le produit matriciel, le dot produit vectoriel, pardon, de W1 avec un vecteur E, mais qui n'est pas le vecteur E, parce que E, il a que 784 entrées. D'accord? En revanche, si je lui rajoute un 1 à la fin, alors, en l'occurrence, dans mon TP, je l'ai mis au début, c'est-à-dire c'est différent de mon schéma. Si vous voulez le mettre à la fin, ça ne change pas grand-chose. D'accord? Donc j'ai mis le biais au début. Ok, donc S1, c'est le produit vectoriel de W1 par E auquel j'ai rajouté un 1. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, c'est ligne par colonne, ligne par colonne, ligne par colonne. Ce truc-là, cette somme-là, en fait, c'est pas une somme, c'est un vecteur de 32 sommes, d'accord? Que je fais passer dans ma fonction sigmoïde. Alors, pour faire passer ça dans ma fonction sigmoïde,
bah, pour le coup, il y a un truc à faire, c'est écrire la fonction sigmoïde. D'accord? Elle est là, ma fonction sigmoïde. Et il faut connaître le fait que la fonction sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Voilà. Et donc, une fois que je suis arrivé là, y1, j'ai calculé ça. D'accord? J'ai fait cette première flèche-là. Mais il me reste à faire exactement la même chose pour la deuxième, et en utilisant cette fois W2. Donc je vais calculer une deuxième somme S2 qui est égale à W2 arrobase, et là c'est pareil, Y1, c'est un vecteur de dimension 32, moi je veux qu'il fasse une dimension 33, donc je lui rajoute un 1. D'accord? Et la sortie finale de mon réseau, je vais l'appeler Y2 ici, c'est sigmoïde de S2. Hop, je dégage ça, je dégage ce commentaire-là, et normalement, je suis pas trop mal, à condition de renvoyer Y1 et Y2. Parce que sinon, j'ai fait passer et je récupère pas les sorties, ça n'a pas de sens. Ok. La fonction backprop est déjà complète. Retrouvez si vous souhaitez les équations. Je vais pas le faire. Si vous avez envie de le faire, soit vous m'envoyez un mail, soit vous regardez le cours. Mais en tout cas, toutes les équations que je retrouve ici, d'accord, donc là, je vais quand même juste décommenter. C'est des équations qui sont vues en cours, hein. Ok. Régler le nombre d'itérations à 1000. Voilà, pour le coup, c'est pas très compliqué. Et compléter le programme pour que le réseau apprenne. Alors, pour que le réseau apprenne, je dois identifier que cette boucle-là, c'est rien d'autre que la boucle d'apprentissage. Exactement pareil qu'au TP1. Pour s'en sortir, qu'est-ce que je dois faire? Étape 1, je dois prendre une image. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est ça. Étape 2, d'accord, donc image étant ce que j'ai récupéré ici, hein. Étape 2, je dois transformer mon image en un vecteur, puisque mon résonance n'est capable de digérer que 784 pixels et absolument pas une image. Donc je vais faire ça. Étape 3, alors ça il va falloir qu'on y vienne juste après, mais j'ai besoin de ma sortie désirée. Bon non, on va le faire maintenant, hein. Ma sortie désirée, elle est calculée avec calcul SD, pour calcul sortie désirée. Alors, ok. Mon réseau là. D'accord, je vais retourner sur ma boîte, je vais leur dessiner, ça mange pas de pain. Mon réseau, c'est une IA. Alors, elle est dessinée de travers, mais ça reste une IA. Elle prend en entrée 784 pixels. D'accord, donc là, j'ai 784. Et elle donne en sortie un vecteur de 10 valeurs. Pourquoi de 10 valeurs? Parce que j'ai 10 classes. D'accord, donc elle va me donner un vecteur de probabilité de dimension 10 avec, bah, il y a tant de pourcentage de chances que ce soit un 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, si ça, mon y, c'est un vecteur de 10 valeurs, bah, mon yd, ça doit aussi être un vecteur de 10 valeurs. D'accord, pour que je puisse faire mon calcul d'erreur. Ça veut dire que, dans mon code, le label qui passe en paramètre, qui cette fois est un chiffre, hein, doit être transformé en un vecteur de 10 valeurs. Pour faire ça, je vais simplement créer un vecteur de 0. Je vais simplement dire que la case correspondant au label, bah, mon rêve, c'est qu'elle est 100%. D'accord? Mon vecteur désiré, c'est toutes les probabilités sont à 0, sauf le chiffre représenté qui, lui, est à 100%. Et je me retrouve donc avec ma fonction calcul SD. Je fais appel à cette fonction en lui donnant le label correspondant à mon image. Et je suis, vous voyez, hein, il n'y a plus que 2 points d'interrogation. Il me reste à entraîner mon réseau pendant une itération. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner mon réseau pendant une itération? Ça veut dire prendre mon image, la faire traverser pour calculer Y. Donc ça, vous savez faire. C'est rien d'autre que la fonction forward, qui prend en paramètres E, W1 et W2. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait passer, j'ai calculé mon Y, eh bien, je vais faire la rétropropagation du gradient avec la fonction qui vous est fournie, qui est la fonction backprop, qui prend entre parenthèses, alors, la sortie finale de mon réseau, c'est Y2, la sortie désirée, c'est SD, la sortie intermédiaire, c'est Y1, NU, il est créé, W1, il est créé, W2, il est créé, E, il est créé. Donc, je vais faire ça. Alors là, il aime pas. Pourquoi il aime
pas. Undefined name W1 et W2. Ouais, parce que ici, j'ai mis des underscores. Je vais les retirer, ce sera plus rapide dans ce sens-là. Hop. Et on est content. Et donc à partir de là, je devrais pouvoir exécuter mon code. Ça va être l'occasion de vérifier. Donc là, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ok, donc on va. Je me suis. Je pense que j'ai oublié des parenthèses. Avestack. Je pense qu'il prend un tuple. Hop, hop. On refait. Ok. Bon, c'est de la bidouille de Python là, c'est pas grave. Donc là, il a compilé, tout s'est bien passé. Alors, je dis tout s'est bien passé, mais en fait, j'en ai aucune idée, puisque là, j'ai aucune vision de ce que j'ai fait. C'est pour cette raison que j'ai ces deux fonctions. D'accord? Donc je vais décommenter celle-là, décommenter celle-là. Alors, je ferai un peu de l'énoncé. Attendez, je vais essayer quand même l'énoncé. Ok, non, pas du tout. C'est pas voir le bon. Compléter puis utiliser la fonction test réseau. On me dit de tester la fonction test réseau. Je vais faire ce qu'on me dit. Hein. La fonction test réseau, elle est ici. Hop, on me dit de la compléter. Donc pour tester le réseau, alors là pour le coup c'est important. Le test du réseau, c'est l'évaluation d'à quel point il est bon. Je l'évalue toujours à quel point il est bon sur des images qu'il n'a jamais vues. Donc si je l'entraîne avec train, je dois l'évaluer sur T10K. Tac tac tac. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends aléatoirement une image, je la récupère. Bah, il va falloir que. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai pensé là? Oui, d'accord. Donc là, le but du jeu, c'est quoi? C'est de récupérer les sorties. D'accord? Donc je fais simplement traverser mon image à mon réseau. Ma prédiction, c'est-à-dire quel est le chiffre qu'il a reconnu, bah, c'est rien d'autre que la case qui a la plus forte probabilité. Donc ça, c'est l'argmax de Y1. Et la confiance, c'est-à-dire le pourcentage de certitude qu'il a, c'est le max de Y1. Euh, très bien. Donc une fois que j'en suis là, je vais tester mon réseau. On est parti. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai fait une connerie là, il y a des choses qui vont pas là dans ce que j'affiche. Vous voyez, j'ai des 12 et des 8, là les labels ils sont pas bons. Je pense que c'est moi qui ai fait une bêtise. Bon, j'ai dû inverser Y1 et Y2 tout simplement. Ben oui, bien sûr, Y1 c'est la sortie intermédiaire, donc c'est absolument pas Y1 qui m'intéresse. C'est Y2 qui m'intéresse. Hop, je refais. Paf. Pourquoi il manque des images? Qu'est-ce que j'ai fait? Je refais. Hop là. Donc, est-ce qu'il est bon? La réponse est pas trop. Hein. Il trouve ça. Alors, on va savoir est-ce que c'est un 1 ou un 2. Il trouve ça, il trouve ça, il trouve ça. Il trouve ça. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Vous voyez, 7 c'est bon, 7 c'est bon. Là c'est pas bon, là c'est bon. Bon, on constate qu'il est pas bon. D'autant plus qu'il est sûr de rien, puisqu'à chaque fois les pourcentages sont quand même très faibles. Mais n'empêche que c'est mieux que le hasard. D'accord? Le 0 il l'a trouvé, le 3 il l'a trouvé, le 0 il l'a trouvé. Il commence à avoir un début d'intelligence, notre réseau. Alors, le fait est très simple, hein. On le teste, on est très content. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est pas fini. D'accord? C'est-à-dire c'est pas fini. Il commence à être bon, mais il n'est pas tout à fait bon. La raison, elle est très simple. Je vous ai fait mettre 1000 itérations pour l'apprentissage, alors que j'ai 60 000 images. Autrement dit, je n'ai entraîné mon réseau que sur un sous-échantillon très, très restreint, hein, une image sur 60, de ce sur quoi je peux l'entraîner. Donc, moralité pour que ça se passe pas trop mal, bah, plutôt que de mettre 1000, bah, je vais mettre 100 000. Alors, ça va être beaucoup plus long. Voilà, proposer une solution. Je réexécute ça, juste pour voir si on est bien parti. Donc là, ça va être un peu plus long puisque j'ai 100 000 itérations, donc ça va être quand même 100 fois plus long. Je sais pas combien de temps ça va prendre, on va voir. Si c'est trop long, je l'interromprai. Ouais, j'ai peut-être été un peu brutal. Surtout pour un corrigé, mais bon, on va le laisser tourner quand même. Ah bah non, le voilà. Ah, là on commence à avoir quelque chose qui est quand même bien plus pertinent. Regardez. Il se plante sur quasiment aucun chiffre, les parcours tous.
Alors normalement, il y en a quand même un ou deux qui sont pas bons. Genre là, il a mis que c'était un 2 alors que c'est un 8. Bon. Par contre, on observe quand même déjà que les pourcentages sont beaucoup plus élevés. D'accord? Ouais, ouais. Là, il est pas mauvais quand même. On n'a qu'un de faux sur l'intégralité. Donc ça veut dire... Ah non, il y a celui-là aussi qui est faux. Ça veut dire que mon réseau, il a sur 36 images, il y en a deux qui sont pas bonnes. C'est quand même un sacré performance. Euh, En ayant simplement multiplié par 10 ou par 100 même le nombre d'entraînements. D'accord, le nombre d'images qu'on lui donne. Donc là, on est quasi certain que notre réseau apprend parce que c'est pas le hasard. Hein. S'il se trompe que deux fois, c'est quand même qu'il a réussi à apprendre. On me demande de décommenter ces lignes-là. Euh, je suppose que c'est celle-là. Celle-là peut-être. Mais je crois qu'avant de faire ça, voilà, c'est ça. Et calcul précision, il va falloir que je m'y penche. Ok. Alors, je suis désolé, je fais un petit aparté pour remplir cette fonction. Donc, calcul précision, c'est une fonction qui calcule la précision du réseau. Encore une fois, pour calculer la précision, on le fait forcément sur les données qu'on ne connaît pas, sinon ça n'a pas de sens. Je prends une ligne. Ok, je vais la faire passer dans mon réseau, toujours pareil. Les copains. Ok. Et puis, alors, la précision, c'est quoi? La précision, c'est le nombre d'images qu'il... En fait, c'est le nombre de fois où il a raison divisé par le nombre total de fois. Donc, pour chacune des images de ma base d'apprentissage, si le label correspondant est égal à la valeur qui me dit, je reprends la même formule que tout à l'heure, bah dans ce cas-là, c'est bon, j'ai trouvé un qui va bien. D'accord? Et ce que je veux, c'est diviser le nombre correct par le nombre total, c'est-à-dire le nombre d'images que j'ai là-dedans. Prenez le temps, n'hésitez pas, vous mettez pause si vous n'avez pas compris ce que je fais, mais dans l'idée, je vais compter dans calcul précision le nombre de fois où il a bon divisé par le nombre total de fois. Ok, j'exécute ça. Alors là, on va voir des choses se passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je me suis planté ici. Hop. On va voir une courbe se tracer. Ah oui, alors problème. Ouais. Python, il est pas très fort pour tracer des courbes en temps réel. Bon, on va le laisser tourner. Je vais réduire le nombre d'itérations parce que sinon, en fait, alors dans l'idée, vous devez le laisser tourner longtemps, hein, mais moi le problème c'est que ça prend du temps et que je veux que mon corrigé soit pas trop long. Donc je vais faire que 10 000 itérations, ce qui est une catastrophe, mais ça nous suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Hop. Mon but c'est que ça aille assez vite et qu'on puisse voir ce qu'on veut. Bon, ça aurait été bien, c'était suffisant là. En fait, je vois mon algorithme qui est en train d'apprendre. Alors, chez vous, ça va monter plus haut puisque vous avez plus d'itérations. Moi, je me suis arrêté à 10 000. D'accord? Et ce que vous constatez, alors, vous voyez, hein, il a pas fini d'apprendre, hein, ça se voit. Hein, il a pas fini. Normalement, il continue à monter. Mais ce que vous voyez, c'est que la précision, elle monte. Après 1000 itérations, donc après 1000 images données, on est à peu près à 30% de précision. Et ça monte, 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 et ça monte. Et arrive un moment où vous atteignez un palier. Alors, vous n'êtes pas arrivé en haut ici, hein, ça continue à monter, mais la tendance, elle est la même, c'est-à-dire que ça finit par une asymptote horizontale, qui est que c'est bon, mon réseau, il a fini de s'entraîner. Euh, ok. Et pour finir, je lis l'énoncé en même temps, je sais plus ce que je fais. Ok. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter les dernières lignes. Alors je crois que visualisation de fois, il n'y a aucun changement à faire, et je voudrais juste que vous visualisiez ce qu'on va voir. Ce que je vous représente ici, alors regardez bien, ça c'est des matrices de bruit, hein, d'accord? Mais plus j'apprends, c'est compliqué à visualiser, plus j'apprends, plus vous constaterez que les matrices de bruit se débruitent. Alors ça va être assez peu visible, surtout avec aussi peu d'itérations. Mais vous devriez commencer à voir apparaître une spécialisation de mes neurones. Ce que vous visualisez en fait là, c'est
l'impact de chaque pixel sur la prise de décision de chacun de mes neurones, donc sur ma couche de sortie, sur ma couche cachée. Et ce que vous voyez, alors c'est assez peu visible, et normalement chez vous ce sera plus visible, en laissant beaucoup plus d'itérations, c'est que à terme, vous voyez apparaître des morceaux de chiffres qui sont importants. D'accord? On voit apparaître le 3 par exemple ici. Et ce qu'on entend par là, c'est que le pixel clair veut dire que lorsqu'il est blanc, il est activateur. Ça veut dire que si ce pixel est blanc, la probabilité que ce soit un 3 augmente. Lorsque ce pixel est noir, la probabilité que ce soit un 3 diminue. Et si vous regardez pour le 0, la zone centrale, elle est noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette image soit un 0, il est important que la zone au centre soit à 0, soit noire. Et à l'inverse, l'anneau qui est tout autour doit être blanc. D'accord? Voilà. Sauvegarder les matrices W1 et W2, votre réseau sait maintenant reconnaître les chiffres. Bon, bah là, on s'arrête. Hein. C'est-à-dire que cette partie-là, on est content. Mon explorateur de variables, il a mémorisé W1 et W2. D'accord? Elles sont là, les matrices. C'est des matrices de poids. Elles ont des valeurs qui sont impossibles à comprendre pour l'être humain, mais elles permettent au réseau de dire ce qu'il veut. Donc à partir de ce stade, c'est bon. On sait entraîner. Autrement dit, alors je vais pas sauvegarder les matrices, je vais simplement commenter la phase d'entraînement. Maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus que W1 et W2 changent. D'accord? C'est fini. Ma boîte noire, elle est entraînée. Ce que je veux maintenant, je vais passer la question 10. Je veux maintenant utiliser mon réseau. Donc, je vais décommenter cette partie-là et réfléchir un petit peu. Cette partie-là, c'est l'utilisation de mon réseau. Alors, je vous ai donné la fonction pour charger les images. C'est celle-là. Tac. Donc, ce que je veux, c'est charger mon image. Et je vais charger, je sais pas, img.png. D'accord? Le but du jeu, c'est d'ouvrir Paint, de créer une image et de la charger. Je veux toujours la même chose. Je veux utiliser la fonction forward. Hop. Je veux récupérer ma prédiction. Bon, ça on l'a déjà fait, donc je vais vite. Ma prédiction, c'est l'argmax de Y2. Et ma confiance, c'est le max de Y2. Et du coup, ah bah non, pardon, là c'est pas ça du tout, là c'est image. Hop. Et du coup, là ce que je veux, c'est utiliser image.png en lui donnant W1 et W2 en paramètres. Il est pas content parce qu'il connaît pas W1 et W2 et hop. Et donc, si j'exécute juste ça, normalement il devrait être content. Ouais, tout va bien. Le seul truc, c'est que... Ah bah si, il a trouvé... Alors, bon là c'est le hasard, hein, je voulais que ça plante. Regardez. En fait, c'est simplement que dans mon dossier de travail, là où je suis en train de travailler, j'ai une image qui s'appelle img.png puisque j'avais fait des tests au moment où j'avais créé le sujet. On va en faire une autre juste pour vous montrer. Donc là, je charge cette image-là, qui est un 7, hein, d'accord? Ça, c'est une image que j'ai fait sous Paint. Et mon réseau me dit que c'est un 7 avec une probabilité de 57%. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le faire en même temps que vous, je vais ouvrir ça avec Paint. Hop. Je vais zoomer, je vais le tout supprimer, je vais créer un fond noir, hop, et je vais écrire en blanc, et puis tant qu'à faire, je vais prendre un pinceau, je sais pas exactement, on va essayer ça, et puis on va tenter un 2. D'accord, on va enregistrer ça. Alors là, mon 2, il est vraiment pas beau. Mais c'est parti, on réexécute ce truc-là. Hop. Oh bah écoutez, ça marche pas si mal, puisqu'il me dit que c'est un 2 avec 49%. Alors vous voyez, mes chiffres sont pas beaux, donc forcément, il est pas sûr de lui, mais c'est pas si mal. Si je fais un 1, et que je réexécute... Voilà, l'idée, c'est de vous montrer que ça marche pas tout le temps. Voilà, bon là, il me dit que c'est un 8. Alors, c'est normal, hein, pas de panique, si ça marche pas chez vous, c'est normal. C'est un réseau dense qui est pas du tout doué pour reconnaître des chiffres. Et vous verrez au TP3 qu'on passe au réseau convolutif et que c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Voilà, donc fin de la correction. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.